Salut à tous, bienvenue pour un nouveau numéro des Fous du volant. Je suis Gilles Della et avec mon camarade Stéphane Vrignot, on va évoquer l'actualité de la Formule 1 à quelques jours, quelques heures maintenant de la deuxième épreuve du championnat du monde qui nous emmènera à Imola. En forme, Stéphane? Oui, comme d'habitude, et toi? Impeccable. Et en plus, Stéphane, aujourd'hui, on a la visite de Norman Nato qui pilote pour l'équipe Venturi Racing en Formule E et qui a franchi dimanche dernier la ligne d'arrivée en troisième position avant d'être disqualifié. Je suis désolé, hein, Norman, je commence par C'est la retourner réalité. le couteau dans la plaie. Merci d'être avec nous. Avec Bon, plaisir. juste en quelques mots, le verre à moitié vide ou le verre à moitié plein? Est-ce que tu es quand même content de la course que tu as fait? Magnifique, hein, deuxième course à Rome où je dis tu franchis la ligne d'arrivée en troisième position et puis tu es donc disqualifié. Est-ce que tu es content? Et ensuite, pourquoi exactement cette disqualification? Alors, content d'être disqualifié, non, Non. forcément. Après, content de la journée, oui. Je suis un rookie nouveau en Formule I. C'est une catégorie avec un plateau de pilotes exceptionnel, beaucoup de constructeurs aujourd'hui. Donc, nous, on est Venturi, une équipe privée, donc d'être capable de se battre avec les gros calibres, c'est sûr que seulement après 4 courses en Formule I, pour moi, c'est quelque chose qui est une très grosse performance. Donc, en plus, voilà, on a fait pratiquement, j'ai envie de dire, 99% du travail. On passe la ligne. Voilà, dans ma tête, c'est premier podium. Et pour un petit souci dans notre système, une petite erreur, on perd cette place-là, mais ça n'enlèvera pas la superbe journée qu'on a fait dimanche. Faut rappeler que Venturi est vraiment une des premières équipes à s'être engagée en Formule E, que depuis le début, donc il y a eu en tout une victoire et 4 podiums. Toi, quatrième course, et tu es déjà, on va dire, troisième sur la ligne d'arrivée. C'est très, très, très encourageant quand même. Oui, non, c'est sûr. C'est pour ça que, voilà, comme j'ai dit, on est compétiteur. Au final, sur le papier, je suis pas troisième, mais ça enlèvera pas le résultat, voilà, la qualification qu'on a fait dans des conditions très compliquées. Et puis la course, voilà, je pense que ceux qui l'ont regardé, ils ont vu qu'on était capable de se jouer de se battre pour les premiers postes. Donc voilà, en étant rookie, il y a encore beaucoup de travail de mon côté. Et voilà, l'équipe, on reste une équipe privée, donc on n'a pas tout fait parfait. Et malgré ça, on arrive à sortir un résultat comme on a sorti dimanche. Donc c'est vraiment prometteur pour la suite. Et puis Stéphane, on a quand même avec nous un garçon qui a terminé deuxième des dernières 24 heures du Mans, intercalé entre les deux Toyota. Là, ça nous permet de remonter quelques mois en arrière, on va dire à peu près 6 mois en arrière. C'est pas passé loin quand même, hein, chez Rebellion là. Ouais, c'est pas passé loin. Et là, une fois de plus, c'est un peu le même schéma, j'ai envie de dire, qu'avec Venturi. C'est qu'on est une petite équipe par rapport à la concurrence. Et avec nos moyens, aller se battre contre des gros calibres comme Toyota. Voilà, sur toute l'année, on a pu se battre avec eux. Mais c'est vrai qu'il y avait un petit peu cette BOP qui faisait parler. Et au Mans, justement, il n'y avait pas cette histoire de BOP. Et malgré ça, en qualification, on a vu qu'on était pas très loin des Toyota. Et en course, on les a quand même poussés. On a dû les pousser assez tard dans la course. On a eu un petit Oh problème au oui, petit matin, mais voilà, les problèmes que Toyota ont eu sur leur voiture, c'est aussi parce que je pense qu'ils ne s'attendaient pas à ce qu'on soit à ce niveau de performance-là. Et on les a poussés à la limite. Et donc, non, c'est vraiment les 24 heures du Mans, finir deuxième avec une équipe comme Rebellion, avec nos petits moyens. Sincèrement, toute l'équipe a fait du super boulot. Oreca a fait du super boulot. On a fait seulement 2 journées de test dans l'année quand Toyota se permettait de faire des simulations de 36 heures. Donc, on a fait avec les moyens du bord et je pense qu'on a fait plus que très bien. tu as un programme en endurance cette saison? Oui, cette année, je fais aussi le championnat WEC avec quelqu'un que vous connaissez sûrement très bien, avec Loïc Duval, en tant que coéquipier, donc 2 pilotes français. Et on sera aligné à Esteban Garcia, un pilote gentleman qui participera à ses premières 24 heures du Mans. Donc voilà, avec Loïc, le but, c'est justement de lui faire découvrir tout ça. Et nous, c'est de garder le rythme. On est dans une bonne auto, une LMP2 du TDS Racing. Et voilà, le but, c'est avec Loïc, c'est nous de garder le rythme, de pousser justement cette voiture à la limite pour se préparer pour le nouveau règlement qui va arriver dans le futur. Exactement, ça va être intéressant. On va parler aujourd'hui de l'histoire d'amour plus intense que jamais entre Charles Leclerc et Ferrari. On va revenir aussi
sur George Russell. Il y a 6 mois, George Russell écrasait sa Williams contre le mur à Imola sous régime de voiture de sécurité. Catastrophe pour le jeune Britannique. Et puis, quelques semaines plus tard, il réalisait un week-end de fou en remplaçant Lewis Hamilton. On va revenir justement sur le parcours. Où en est-il, le Britannique? Quel avenir pour lui? Et puis, on parlera aussi de Mercedes avec un véritable branle-bas de combat du côté de l'équipe championne du monde des constructeurs, puisque James Allison quitte son poste de directeur technique pour prendre de la hauteur. On va y revenir également avec Stéphane. On débute donc ce podcast des fous du volant en évoquant ce véritable renouvellement des vœux entre Charles Leclerc et Ferrari. Je resitue le contexte, Stéphane et Norman. La semaine passée, Ferrari a offert officiellement à Charles Leclerc la monoplace, la SF90, avec laquelle le Monégasque s'est imposé au Grand Prix d'Italie à Monza. Et auparavant, il avait également remporté le Grand Prix de Belgique, qui était dans un contexte très particulier. C'était au lendemain de la mort d'Antoine Hubert, qui est vraiment un proche, qui était un proche de Charles Leclerc. Ça n'arrive pas tous les jours qu'une équipe de Formule 1 et que Ferrari offre une voiture à un de ses pilotes. Et je crois savoir que la monoplace doit prendre rapidement la direction du musée du Prince Albert de Monaco. Parallèlement à cela, Charles Leclerc, lui, a clairement exprimé que, et lui qui a déjà un contrat qui l'emmène jusqu'en 2024, ce qui est plutôt un contrat au long cours en Formule 1, et bien, elle a exprimé son vœu, en tout cas qu'il était partant pour renouveler encore ce contrat, le prolonger. Stéphane, j'ai envie d'avoir ton sentiment sur ces gestes forts là entre une équipe et son représentant. C'est vraiment rare ce à quoi on assiste en ce moment. À ce stade de son contrat, oui. Alors, sur le cadeau même, je voudrais vraiment savoir s'il livre la voiture avec le moteur dedans, parce que généralement, on attend un petit peu pour que les secrets technologiques circulent un petit peu partout, mais c'était un moteur quand même controversé, on va dire. Mais oui. Normalement, c'est à la fin d'un contrat que le pilote a le droit à un cadeau. Et encore, parfois, je pense à Jenson Button, par exemple, sa voiture du championnat 2009, Braun a essayé de leur filer une voiture, un chocard, en fait, une voiture qui était faite. Ils lui ont dit, attends, bouge pas, on va en faire une pour toi. Il a dit, non, attendez, on ne va pas me faire ça comme ça. Voilà. Et le faire maintenant, c'est vraiment une preuve de reconnaissance. Je dirais, c'est une preuve d'amour, tout simplement. C'est une preuve d'estime, c'est génial. Charles est engagé jusqu'en 2024. Ferrari répète, c'est notre pilote du futur, c'est notre prochain champion du monde. Et c'est magnifique. Et surtout, Charles n'a pas écouté le conseil de Sébastien Vettel, qui parle parfois de façon un petit peu subliminale, qui était assez aigri l'année dernière et qui, en remettant un casque dédicacé à Charles, lui a dit tu es le pilote le plus talentueux que j'ai connu en 15 ans de sport auto au plus haut niveau et en Formule 1. Et puis, il a glissé un petit message en lui disant ne gâche pas ton talent. Vraiment, ça, c'est le plus important. En voulant dire, si vraiment chez Ferrari, ça ne marche pas très bien, il faut se rendre compte et aller voir ailleurs. Bon, Charles, il y croit. Voilà, il ne se pose pas de questions. Et ça, je trouve ça juste fabuleux, quoi. En fait, Charles Leclerc est devenu un peu, ou est en train de devenir, le Léo Messi de la Scuderia Ferrari. On a le sentiment qu'il lie vraiment son destin à la Scuderia. Norman, j'aimerais bien avoir ton sentiment parce que on sait que c'est un très très bon camarade à toi, Charles Leclerc. Est-ce que quand on fait ce comparatif là entre Messi et Leclerc, ça te parle? Il y a quelque chose de vrai là-dedans? Oui, non, c'est sûr je pense que Charles l'a déjà démontré en piste. Moi, j'appelle ça des génies, comme il peut y en avoir au foot, des Mbappé, des Messi, des Ronaldo. On peut dire ce qu'on veut. Moi, je suis lucide sur la situation. J'ai roulé avec Charles. Je me suis battu contre lui en GP2 malgré qu'il soit plus jeune que moi. Je le connais depuis l'âge de 4 ans. Son grand frère est un de mes meilleurs amis. On est un groupe en fait où on se connaît depuis des années. On allait tous s'entraîner sur la piste de Brignoles qui appartenait à Philippe Bianchi. C'est là-bas qu'on a tous connu Jules. Donc on était un groupe un petit peu de meilleurs amis. Et quand nous, on était plus âgés avec Jules, son grand frère, donc Lorenzo, on faisait des courses de cars de location. Et de course, Charles était déjà en train de
de s'entraîner à l'âge de 5, 6, 7 ans avec son petit kart au milieu de nous. Donc, dès le plus jeune âge, voilà, il a du caractère, il a forcément le talent. Ça, on a, je pense, plus besoin de le répéter. Donc, pour moi, oui, c'est voilà, comme un Mbappé, j'ai envie de dire au football. Charles, c'est le futur de la Formule 1. Et c'est voilà, comme un Verstappen pour moi aujourd'hui. C'est ces deux garçons qui vont animer, le plateau de F1 pendant de longues années. Mais alors justement, tu parles de Mbappé, mais Mbappé, on voit qu'il joue un petit peu sur les mots. On ne sait pas trop s'il va rester au PSG. Il joue un petit peu, alors que Charles, il fait exactement l'inverse. Il est en train de dire quelque part qu'il est presque prêt à lier sa carrière à celle de Ferrari. Moi, ça me paraît fort. Enfin, c'est totalement anachronique en fait en Formule 1. Tu ne trouves pas? Alors, c'est vrai que Charles, je pense que c'était vraiment un rêve, Ferrari. Et, il est conscient de la chance qu'il a. Il a gardé la tête sur les épaules parce que voilà, devenir pilote Ferrari à son âge, l'an dernier, avec un coéquipier comme Sébastien Vettel, au final, tout le monde dit qu'il avait plus, il n'avait pas de pression parce que s'il se faisait battre contre Vettel, on aurait dit que c'était entre guillemets normal. Mais vous savez, c'est pas vraiment le cas. On arrive quand on est un talent comme Charles et que tu arrives chez Ferrari, tu veux faire ta place, tu peux pas non plus te permettre de faire des erreurs tous les week-ends et d'être trop loin de ton coéquipier. Et lui, là-dessus, dans sa tête, en le connaissant bien et en parlant avec lui, mais il avait qu'une chose en tête, c'était de battre Vettel d'entrée de jeu. Et c'est ce qu'il a justement réussi à faire. Et on peut voir un Sébastien Vettel, 4 fois champion du monde, ben, le fait d'avoir été à côté d'un garçon comme Charles, la tournure de sa carrière qu'elle est en train un petit peu de prendre, la perte de confiance aussi, j'ai envie de dire. Et tout ça, c'est pas anodin. Et on parle d'un 4 fois champion du monde. Ouais. Donc, Charles, clairement, après aussi, il est intelligent, je pense, sur ses choix. Il a aussi un très bon manager qui est Nicolas Todd, qui connaît très bien la Scuderia. Donc, il est très bien conseillé aussi. C'est très bien que pour être champion du monde, au final, sur le plateau, il n'y a pas tant d'opportunités que ça. Donc, voilà, je pense qu'il joue aussi. Je pense c'est un choix de cœur, mais aussi c'est un choix qui est mûrement réfléchi de sa part et de la part de son entourage. Puis ça a été difficile parce qu'on l'a mis dans le baquet de Raikkonen, ça a été controversé. On a très vite vu qu'il faisait le job très très bien. Il y a deux choses en fait, c'est qu'il devait battre Vettel et puis devenir le numéro un, l'élu dans l'esprit de Ferrari. Pour toi, quand est-ce que s'est opéré finalement le point de bascule? Parce que c'est de la confiance, mais ça veut dire qu'il est devenu un leader technique. Quand est-ce que ça s'est passé? Courant 2019, Vettel a commencé à être mal dans cette Ferrari qui ne répondait pas à ses aspirations. Puis au contraire, Charles était très bien et ça allait de mieux en mieux. Est-ce que tu as senti ce shift progressif s'opérer? Oui, bah alors pour moi, sincèrement, quand il est arrivé dans la Scuderia déjà au test hivernaux, en connaissant bien Charles, c'est quelqu'un qui déteste perdre depuis tout petit. C'est un très très mauvais perdant. Je parle en connaissance de cause. On fait souvent du sport ensemble, on joue au paddle ensemble. Et croyez-moi, on a beau se connaître depuis des années, des fois c'est à limite à se prendre un coup de raquette. Ah ouais. Mais sincèrement, c'est une force. Et lui, dans sa tête, direct en arrivant chez la Scuderia, malgré ce qu'on peut dire aux médias en tant que pilote, voilà, faut rester la tête sur les épaules. Parce que comme dit, quand tu arrives à côté d'un Sébastien Vettel, tu peux pas te permettre de dire je vais arriver, je vais tout fracasser, je vais être le plus beau, le plus fort. C'est pas, mais par contre, son objectif, comme tout pilote, c'est d'arriver. La première personne à battre, c'est ton coéquipier. Et pour moi, dès l'Australie, déjà la première course, quand il est arrivé chez Ferrari, il était un petit peu derrière Vettel, mais si on se rappelle du départ, il essayait d'aller à l'extérieur. Déjà, il a montré un petit peu le bout de son nez. Et à partir de là, je pense qu'il a pris la confiance et ça a fait que monter en puissance. Puis alors, pour moi, bien évidemment, le Graal, ça a été Monza. Monza, c'est clairement un tournant de la carrière, je dirais, de Charles et surtout au sein de la Scuderia. Quand tu es pilote Ferrari, que tu viens d'arriver dans l'équipe et que tu gagnes à Monza, bon, là, c'est jackpot. C'est clair. Est-ce que ça fait rêver, toi, en tant que pilote? Alors évidemment, ça arrive à un de tes meilleurs amis, c'est toujours très, très sympa. Ça fait rêver, en tant que pilote, d'avoir une symbiose comme ça avec une équipe. Bon, là, en plus, c'est le Graal, c'est avec Ferrari, mais en fait, c'est idyllique ce qu'il y arrive, d'avoir vraiment une symbiose avec son équipe.
On fait pas beaucoup mieux, ça se passe comme ça entre toi et Venturi? Ouais, sincèrement, tu peux même pas, en fait, faut le vivre. Je pense que même lui, il n'arrive pas à te le décrire, hein. Quand tu arrives chez lui, rien que de voir la coupe, en fait, toi, quand tu as vu en fait, les images qu'on a tous vues à la télé, c'était impressionnant. Le podium, le monde, enfin, c'était carrément. Et même lui, en fait, je pense que le fait que les courses se sont enchaînées et qu'ils étaient capables de gagner des courses et que pour lui, en plus, ça a été un moment où c'était un peu compliqué parce qu'il y a eu le décès de son papa récemment, des années avant ça. Il y a eu le décès d'Antoine Hubert. Donc, il y a un petit peu des enchaînements qui font qu'il n'a pas pu vraiment en profiter pleinement. Et comme je dis, il est quand même, malgré ça, il a gardé les pieds sur terre. Et je pense qu'en fait, même lui, il n'a pas vraiment en fait, réalisé ce qui lui est arrivé. Il en est conscient, mais pas vraiment en fait, vraiment réalisé et profité. Mais clairement, pour moi, c'est un tournant de sa carrière et c'est surtout à partir de ce moment-là que son statut chez Ferrari pas été intouchable, mais j'ai envie de dire, il a pris vraiment de l'importance. Est-ce que pour toi, le Brésil 2019, c'est vraiment un point de rupture? Charles Titi Vettel en le repassant, et puis Il Vettel s'accroche. euh, voilà, lui braque légèrement dessus, et Charles n'a pas le temps de réagir, les deux voitures s'accrochent. C'est assez idiot de la part de Vettel, puisqu'il l'avait déjà fait à l'endroit de Weber en Turquie en 2010. On s'est dit, ça recommence. Et là, le sentiment, c'est qu'on s'est dit, en fait, Vettel joue sa carte perso, alors que Charles, on a quand même le sentiment que il pilote pour la Scuderia. Il parle un italien parfait, qui est fluide. Ça se ressent. Comme je l'ai dit ici, parfois, on sent qu'il est de la famille. Voilà. Et il y avait déjà ce distinguo, et d'un seul coup, on se dit, bon, c'est un peu fini, Vettel, l'histoire avec Ferrari. Maintenant, la place est à Charles. Oui, non, c'est sûr que je pense qu'un Sébastien Vettel a vécu chez Ferrari ce qu'il a vécu chez Red Bull. Sauf que là, ça a fait effet inverse. Et un Vettel chez Red Bull, c'était intouchable. On s'en rappelle ce qui s'est passé avec Mark Webber, avec l'histoire de, je ne sais plus exactement, la carte au moteur. Mais au final, après la course, il a gagné son Grand Prix. Personne ne lui a rien dit chez Red Bull. Il a gagné ses championnats et puis il était intouchable. Et pour moi, bon, ben, le Brésil, c'est un épisode en plus, mais pour moi, là, on va dire que la rupture avec Sébastien Vettel et on va dire le passage de témoin était déjà fait bien avant Oui, ça. on est d'accord. On est d'accord. Juste un dernier mot. Euh, est-ce que tu sens, toi, que là, pour la prochaine saison, hein, maintenant, le prochain règlement, Ferrari est en train de se mettre en ordre de marche et que Charles aura la possibilité de jouer le titre mondial dans. Est-ce que Ferrari va redevenir un top team? On l'espère tous. Charles le premier. Après, c'est encore trop tôt pour le dire. Même lui, aujourd'hui, quand tu lui poses la question, il n'est pas capable de te répondre. Et même, je pense que Ferrari, aujourd'hui, te dire l'an prochain ou dans 2 ans ou dans 3 ans, on sera au niveau d'être champion du monde, je pense que c'est encore un peu trop tôt. On peut le voir avec McLaren qui est au fond du gouffre et qui petit à petit est en train de revenir. Ça prend du temps. Donc, je pense que ce sera aussi le cas avec la Scuderia. Il y a un gros travail pour moi de restructuration à l'intérieur du team. Je pense que le fait d'avoir un Carlos Sainz dans l'équipe, qui est vraiment un gros bosseur, je l'ai eu comme équipier dans le passé, c'est quelqu'un de très talentueux, un jeune pilote aussi. Donc, ça va aussi pousser Charles à être tout le temps à la limite et à progresser aussi dans certains domaines. Pour ça, je pense que c'est vraiment très bien pour la Scuderia. Après, je pense aussi qu'il va falloir qu'il fasse un petit peu des choix et restructurer un peu ce team pour retrouver la Scuderia au plus haut niveau. Et c'est tout ce qu'on souhaite parce que nous, au final, ce qu'on a vu à Bahreïn pour la première course avec Red Bull et Mercedes, bon, ben, c'est ce qu'on veut voir, mais avec la Scuderia, des McLaren et pourquoi pas aussi d'une AlphaTauri avec Pierre Gasly qui a pu le faire l'an dernier. On a vu qu'ils sont très performants. Et les autres, nous, au final, c'est ce qu'on veut, c'est de la bataille. Et bon, ben, la Scuderia, ils n'ont rien à faire en 10e position. Nous, ce qu'on veut, ce qu'on attend, c'est de les voir lutter pour un championnat du monde. Bon, en tout cas, le scénario que tu as envisagé, là, nous, on est preneurs, il n'y a pas de problème. Au bout du volant, on sera parfaitement content. Le deuxième thème qu'on veut aborder avec toi, Norman, dans les foot du volant, c'est euh, le passé récent de George Russell. Il y a 6 mois, George Russell, à Imola, vivait sans doute
le pire passage de sa carrière en allant fracasser sa Williams dans le muret alors qu'on était sous régime de voiture de sécurité. Quelques semaines plus tard, il remplaçait Lewis Hamilton au volant de la Mercedes en réalisant le deuxième temps des qualifications à quelques millièmes à peine de Valtteri Bottas, sur lequel il allait prendre l'avantage en course. Et clairement, il a fallu une erreur de pneu, une crevaison, des petits cafouillages pour l'empêcher de s'imposer. Mais sinon, il était parti pour gagner. Impressionnant, George Russell. Mais alors, d'abord, avant de te demander ton avis, Norman, Stéphane, finalement, ce week-end incroyable qu'il avait vécu au Grand Prix de Sakir, ça l'a réhabilité évidemment après son erreur à Imola, mais en revanche, ça lui a coûté un petit peu de ses relations avec Lewis Hamilton. Disons que Lewis Hamilton l'a mal pris apparemment ce remplacement. Mais ça, c'est Il le a choix trop de bien l'écurie, fait. hein. Vraiment. Il s'est senti un petit peu désavoué. C'est vrai que Russell a raté la pole position pour 26 millièmes. Russell a dit après, en voulant un petit peu rassurer Hamilton ou tout le monde, que Hamilton aurait fait la pole position. Voilà. Mais en tous les cas, Hamilton apparemment n'a plus parlé depuis lors à Russell, et on a posé la question il n'y a pas très longtemps à Toto Wolff. Et il a dit moi, je ne gère pas les relations entre les pilotes, je ne m'occupe pas de ça. Il a botté en touche sans répondre vraiment à la question. Les deux pilotes ne se sont pas prononcés depuis sur cette épineuse question. Mais ce qui est un petit peu dommage finalement, c'est que Russell est un petit peu sorti du champ, puisque Mercedes a 3 pilotes en fin de contrat, Bottas, Hamilton, Russell, et ce n'est pas une évidence aujourd'hui que Russell remplace Bottas l'an prochain, il soit le coéquipier d'Hamilton. Et puis, tu le disais, ça a été un petit peu l'ascenseur émotionnel en fin de saison dernière, à tel point que Russell a dit moi, j'ai pris un psy. En fait, alors on l'appelle comme on veut, un coach mental, un préparateur mental. Voilà, il y a des grands champions qui ont un coach mental. Hein. Teddy Riner en a un en judo, et ça lui apporte beaucoup. Mais Russell a dit, c'est pas très bien vu, c'est pas très bien perçu. Mais il a dit pourtant la santé mentale est quelque chose de très incroyable. Je lis sa déclaration. Beaucoup de gens, et spécialement les hommes, voient la psychologie comme une faiblesse. Le mental en fait partie, et c'est la partie la plus forte du corps. Et il a dit, en fait, les hommes considèrent que c'est une faiblesse un petit peu d'avouer qu'on a un coach comme ça. Et il a dit, parler à ses amis pour se rassurer dans des moments difficiles, c'est bien, à la famille, c'est bien, mais parler à un pro, c'est mieux. Voilà, tout simplement. Donc, Romain Grosjean, s'il avait dit comme ça, c'est vrai que c'est aussi important, c'est finalement honnête de sa part, mais ce n'est pas quelque chose c'est pas facile de s'en ouvrir en tous les cas. Norman, je peux te poser la question directement. J'espère que ça ne va pas te mettre en difficulté. Est-ce que toi, tu as un préparateur mental? Est-ce que tu comprends la nécessité, pour certains, si ce n'est pas ton cas, d'en avoir? Alors aujourd'hui, je ne travaille plus avec un coach mental, pardon, mais ça a été le cas un peu plus tôt dans ma carrière, quand j'étais aux alentours de la GP2, justement aux portes de la Formule 1. Mais je comprends totalement George Russell. Je pense qu'à ce niveau-là, en Formule 1 ou même dans les petites catégories du talent, beaucoup de pilotes l'ont. Et après, ce qui fait la différence, c'est la gestion du stress et le mental. Et à ce niveau-là, ça peut être un plus quand c'est bien exploité. Donc, il y a, comme vous l'avez dit, il y a beaucoup de pilotes aujourd'hui qui ont un préparateur mental ou un psychologue, on peut appeler ça comme on veut. Un Daniel Ricciardo, c'est le cas aussi. Mais c'est vrai que ça, c'est un petit peu un sujet tabou, j'ai envie de dire, par le passé. Et aujourd'hui, c'est devenu pas une mode, mais c'est vrai qu'on a moins peur de le dire. Alors qu'à l'époque, c'était une génération qui était différente et ça pouvait être peut-être plus une faiblesse. Mais aujourd'hui, voilà, on vit avec notre temps. Tout a évolué à tout point, à tout niveau. C'est pareil pour la préparation physique. Et aujourd'hui, la préparation mentale fait partie de la vie d'un pilote. Tu vois, ce que tu me dis, ça me fait penser un petit peu à Jorge Lorenzo. Je vais faire le parallèle avec la MotoGP. Quand il est arrivé en MotoGP, il a eu des résultats immédiatement très, 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 très forts. Et ensuite, il a eu un gros accident de mémoire. Je crois que c'était en Chine pour son 3e ou 4e Grand Prix. Et quelques semaines plus tard, il a dit en conférence de presse, maintenant, quand je suis sur la moto, j'ai peur. Et ça a frappé tout le monde parce que c'était la première fois qu'un pilote de MotoGP avouer ses craintes. Voilà, ces choses-là, normalement, ça ne se dit pas. Et lui, il le disait, quelqu'un qui n'a pas peur, c'est pas normal. Et donc, finalement, il acceptait
cette fragilité. Et je pense que, je ne sais pas comment vous imaginez ça, les garçons, mais je pense qu'il peut faire de cet état de conscience, de cette fragilité potentielle qu'on peut avoir parfois quand il y a de la pression, et il en a eu, voilà, quand il se met dans le mur à Imola, il en a eu évidemment énormément quand il était au volant de la monoplace de Lewis Hamilton. Et ça peut lui permettre de franchir le cap. Stéphane, il a un surnom, George Russell, qui n'est pas un surnom vraiment génial. On l'appelle Monsieur Samedi. Oui, Gilles, Peut-être que justement, la préparation mentale, ça serait bien qu'il soit maintenant Monsieur Dimanche. oui, alors il y a peut-être des Monsieur Vendredi en Formule 1 aussi, ou vendredi matin. Bon, lui, c'est Moi, je Monsieur suis Monsieur Samedi Jeudi. parce qu'il est super performant en qualif, tout simplement. Il a eu en 37 confrontations chez Williams en qualif le samedi après-midi. Il n'a jamais été battu. Il a battu donc Kubica 20-0 en 2019. L'année dernière, il a gagné tous ses duels contre Latifi et puis c'est reparti sur le même rythme cette année, sauf qu'il en est bien conscient. Et la presse britannique le tanne quasiment tous les jours avec ça. Ils veulent qu'il devienne Monsieur Dimanche, qu'il marque enfin un point avec la Williams. Ce qu'il était proche de faire, tu l'as dit, à Imola l'an dernier, il roulait en 10e position et Russell a dit effectivement, il y avait 1 ou 2 points qui étaient à ma portée et là, j'ai raté quelque chose. Alors, il a fait 8 Q2 aussi l'année dernière, ce qui est un exploit quand même. Il était en Q2 encore à Sakir pour le début de la saison, ça c'est génial. Maintenant, on attend une concrétisation, je crois que ça ferait plaisir à tout le monde. Voilà. Mais au-delà de ça, c'est vrai qu'il prouve sa vitesse pure, il faudrait qu'il concrétise le dimanche parce que finalement, on se dit, on aimerait que cette Williams progresse parce que s'il ne va pas chez Williams, chez Mercedes, voilà, ben, il va peut-être devoir poursuivre chez Williams avec une équipe qui est en train de se restructurer pour viser un petit peu plus haut et accompagner cette écurie un petit peu comme Rosberg l'avait fait. Rosberg a fait 4 ans d'apprentissage chez Williams. Il est arrivé, il est à un niveau tip-top chez Mercedes. C'est peut-être par là que ça passe aussi, mais c'est un petit peu compliqué parce qu'il y a 3 personnes qui sont arrivées chez Williams d'univers un petit peu différents, enfin, pour le rallye et Button pour la Formule 1. Il faut tout ça maintenant que ça s'imbrique. Alors justement, on va rappeler les personnes qui sont arrivées. Jost Capito, qui est arrivé avec François-Xavier de Maison, qui est un Français, qui est arrivé lui aussi, qui est un ingénieur et qui est arrivé donc, aux fonctions de directeur technique de chez Williams. Jost Capito, il est, Stéphane, rappelle-moi sa fonction, il est Il est PDG. PDG Voilà, c'est ça. de Williams. Donc, ces 2 personnages qui viennent du rallye. Et puis Jenson Button, qui est venu un peu en ambianceur. Oui, alors, c'est pas péjoratif, hein, ce terme. Oui, effectivement, il avait dit, moi, je suis pas là pour apprendre aux pilotes à conduire, mais je sais que dans une écurie, ce qui compte beaucoup, c'est l'ambiance de travail, c'est-à-dire les gens qui se parlent, qui échangent et une bonne atmosphère. Et déjà, ça veut dire que chacun va donner le meilleur pour l'équipe, pour l'autre, pour le voisin, pour le collègue de travail, ce qui n'est pas toujours le cas dans des équipes qui manquent de budget. Le souci, jusqu'à présent aussi sans directeur technique, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui faisaient le job un petit peu de quelqu'un d'autre, qui n'était pas à la bonne place, qui est en autogestion aussi. Là, il y a un directeur technique qui arrive, mais du monde du rallye quand même. Ça pose question, c'est un vrai pari, on va dire. Voilà. Ouais. Donc, il y a plusieurs choses autour de ça. Et puis, Jost Capito aussi, il a eu 2 expériences quand même assez courtes en Formule 1. 96 chez Sauber, il est membre du conseil exécutif pendant 1 an, après il s'en va. Et puis, il a fait 3 mois chez McLaren en 2016. Il a été renvoyé tout de suite. Donc, là, c'est un petit peu délicat, on va dire. C'est un vrai pari. Ouais, il était arrivé en septembre chez McLaren. Et mi-décembre, il était parti. Il n'a pas payé sa taxe d'habitation chez McLaren. Il est parti avant le 1er janvier. Norman, cette imbrication-là, cette ambiance de mettre les bons éléments au bon endroit et d'avoir une bonne ambiance de travail dans une équipe, ça paraît évident comme ça, mais c'est monstrueusement difficile à mettre sur pied. Ah ben, bien évidemment, et c'est justement, on en parlait tout à l'heure de la Scuderia et de Charles Leclerc. Et je pense que c'est ce qui manque aussi chez la Scuderia aujourd'hui, un petit peu cette ambiance dans l'équipe, d'avoir les bonnes personnes aux bons endroits. Et quand on parlait de restructuration, ben, c'est justement aujourd'hui sur lequel la Scuderia est en train de travailler, est en train d'essayer de débaucher. Parce que ben, voilà, on sait aussi que la Formule 1, c'est d'essayer de copier un peu ce que font les copains au niveau technique, mais aussi d'aller piocher dans les ingénieurs
de prendre les bonnes personnes justement pour essayer d'apporter des informations et pas seulement techniques, justement, de structurer une équipe et de prendre tout simplement des infos qui marchent à la concurrence. Donc aujourd'hui, par exemple, pour vous donner une idée, aujourd'hui, j'étais dans le simulateur chez Venturi. On a bossé dans le simulateur, mais pas pour améliorer notre setup de la voiture, simplement pour améliorer ce qui n'a pas été à Rome, donc la communication, ce qu'on pouvait améliorer c'est des petits détails au final, mais c'est des petits détails qui peuvent avoir des grosses conséquences. Et en Formule 1, quand on voit le nombre de personnes qu'il peut y avoir dans une équipe, faut que chaque personne emmène quelque chose. Il ne faut pas qu'il y ait du monde pour avoir du monde. Et c'est ça qui est super important pour moi, c'est d'avoir la bonne personne justement au bon endroit et que la personne emmène quelque chose. Bon, en tout cas, on verra ce que ça va donner pour George Russell, qui se retrouve dans une situation, pour essayer de résumer, dans une situation un petit peu compliquée, où son avenir d'un seul coup chez Mercedes est plus aussi évident que ça, et où il se retrouve un petit peu dépendant d'un pari technique, même si François-Xavier de Maison a été un directeur technique absolument fabuleux chez Volkswagen. Sébastien Ogier lui doit quelques titres de champion du monde des rallyes. Mais voilà, il est dans une situation un petit peu difficile, et ça va être important pour lui de faire de bons résultats, et notamment d'effacer ce mauvais souvenir à Imola. Forcément, quand il va repasser à cet endroit, il y pensera. On va évoquer maintenant, dans les fous du volant, le troisième point qu'on voulait évoquer aujourd'hui, le branle-bas de combat chez Mercedes. On parlait de réorganisation au sein de la Scuderia, chez Williams. Là, on est à l'autre bout du spectre de la Formule 1, mais chez Mercedes aussi, ça bouge. On a appris, c'était le vendredi 9 avril, pour être précis, que James Allison ne serait plus le directeur technique de Mercedes en Formule 1, poste qu'il occupait depuis 2017. Il devient Chief Technical Officer. Autrement dit, il va prendre de la hauteur pour superviser le projet de Mercedes pour les prochaines saisons. On sait qu'il y a un nouveau règlement qui arrive en 2022. C'est Mike Elliott qui, à la base, est aérodynamicien, qui va lui succéder. Mike Elliott, qui est en Formule 1 depuis 2000. Il est arrivé en 2000 chez McLaren, il est passé ensuite chez Renault. Stéphane, on sent que chez Mercedes, on révolutionne dans la continuité. C'est-à-dire qu'il y a un roulement et qu'on continue de travailler. Ça arrive, cette annonce arrive moins d'un an après, ou à peu près un an, après celle du départ d'Andy Cowell, qui a été très très bien organisé aussi. Là, c'était pour quitter la Formule 1 tout simplement, pas pour prendre de la hauteur. Il a passé le témoin à Hywell Thomas, qui s'est tout de suite attaché à faire de gros changements en travaillant sur la combustion interne du moteur, sur le turbo. Il a changé des choses vraiment fondamentales. Et tellement fondamental qu'il y a eu un problème aussi sur la fiabilité. Il a dit la structure du moteur du V6 est en aluminium, et on a changé aussi l'alliage. Donc ça, c'est quand même des choses très, très importantes. Il s'est attaqué à des gros chantiers tout de suite. Donc les gars ont l'expérience et n'ont pas peur de faire le job derrière ça. Et puis effectivement, donc lui, il était directeur technique moteur. Là, on change chez Mercedes le directeur technique tout court, châssis, voilà, de toute l'entité. C'est quand même pas rien. C'est intelligemment fait parce qu'Allison a dit je sens que c'est le bon moment pour moi et pour l'organisation, dans une dynamique vraiment de victoire. Et ça me fait penser un petit peu finalement au changement qu'avait opéré Jean Todt. C'est vraiment la même façon de penser que chez Ferrari au début des années 2000, et de Jean Todt qui a dit au fil des succès, en fait, les gens, il ne faut pas les laisser au même poste, il faut leur faire sentir qu'ils évoluent aussi dans leur carrière. Il avait organisé tout un système de promotion. Lui-même, Jean Todt, en avait profité. Il était passé de directeur sportif à directeur de la Scuderia. Il a fini administrateur délégué de Ferrari, ce qui est quand même pas rien, ce qui est quand même un honneur pour un étranger de gérer cette marque. Donc ça, c'était génial. Et puis, au sein même de la structure technique, ils avaient organisé ces changements en douceur. Et finalement, c'est une forme de continuité toute douce, et qui tranche quand même par rapport à d'autres écuries qui font des révolutions. Je pense à Ferrari depuis 10 ans, qui a changé de nombreuses fois de directeur technique.
Oui, il y en a eu quelques-uns qui sont passés. Tu peux nous les nommer? Je sais que tu les as notés. Oui, il y a eu Aldo Costa d'abord qui a eu une carrière assez courte. Il y a eu Pat Fry, ça n'a pas très, très bien fonctionné. Puis James Allison qui n'a pas eu le temps d'avoir des résultats. Et c'est étonnant parce que ensuite Aldo Costa est passé chez Mercedes et ça a très bien fonctionné. James Allison, il est passé Aussi. chez Mercedes, on connaît les résultats. Voilà, donc il faut mettre les bonnes personnes aux bonnes places. Et ça, c'est ce que disait Norman tout à l'heure. C'est vraiment important. Et maintenant, c'est Mattia Binotto. Mais en attendant, chez Mercedes, on a eu moins de techniciens. Alors, il y a Braun qui faisait un petit peu les deux, patron d'écurie et à la technique, mais il n'y avait pas officiellement directeur technique au début des années 2000. Ensuite, il y a eu Bob Bell, il y a eu Padillo qui est parti. Et là, c'était la vraie question, c'était 2017, la transition, et James Allison a très, très bien géré avec un changement de règlement. Et quand on voit quand même que chez Red Bull, ils n'ont eu qu'un seul directeur technique, c'est Newey, même si officiellement, il y a Pierre Vacher. Voilà, c'est ça. Et puis, par rapport à ça, c'est vrai qu'aussi, Toto Wolff a dit, moi, je re-signe pour 3 ans, sachant que je prendrai du recul ensuite. Et là, c'est pareil, il y a une grande stabilité au niveau de directionnel, alors que chez Ferrari, on a eu, je crois, ces 4 directeurs en 10 ans, hein, Domenicali, Mattiacci, Arrivabene et Binotto, et qui sont arrivés à chaque fois, non pas dans une forme de continuité, mais dans une révolution de palais. C'est catastrophique. Et au final, on voit ce que ça donne en termes de résultats. 14 titres de championnat du monde pour Mercedes sur cette période, 4 et 4, 8 pour Red Bull et rien pour la Scuderia. Exactement. Alors, ça, c'est pour le côté, on va dire, organisationnel et tenter de trouver des solutions techniques les plus novatrices et les plus efficaces pour 2022. C'est aussi, moi je le vois, Stéphane et Norman, je le vois aussi comme une façon de dire à Lewis Hamilton, tu vois la monoplace qui t'a fait gagner tant de grands prix ces dernières années, eh ben, celui qui l'a faite, il va prendre de la hauteur et il va diriger le projet sur les prochaines saisons. Ça serait dommage de ne pas être de la partie. Moi, je le prends comme ça. Je ne sais pas si, si tu sens le message de la même manière, toi, Norman. Pour moi, Mercedes, où ils ont toujours été très bons, et surtout sous cette ère un petit peu Toto Wolff, c'est une machine à gagner. Ils ne se reposent jamais sur le laurier. Dès qu'ils gagnent, ils savent que s'ils n'en font pas encore plus l'année d'après, potentiellement, ils pourront être rattrapés. Et c'est là-dessus qu'ils sont impressionnants parce qu'ils ont une machine, une voiture qui est au-dessus des autres depuis un bon petit moment. Et ça n'empêche que chaque début d'année, tu arrives au premier test à Barcelone ou à Bahreïn et c'est eux qui ont encore emmené le plus d'évo, c'est eux qui ont la plus grosse courbe de progression pendant l'année. Et ça passe comme vous venez de le dire, par des changements de poste, de garder, de faire confiance aussi à des personnes. Et pour moi, c'est ça que Ferrari n'a pas forcément su le faire. Voilà, James Allison, ça n'a pas forcément fonctionné chez Ferrari. On voit ce que ça donne chez Mercedes. Et puis, mais ce n'est pas qu'une personne. C'est pas seulement Adrian Newey, par exemple, chez Red Bull, qui fait que la Red Bull fonctionne. Oui, c'est lui qui en dessine une grosse partie. Mais si tu n'as pas l'équipe autour de ça qui est capable de la faire fonctionner et de l'aider pour construire ce projet, ça ne peut pas fonctionner. Pour moi, c'est là-dessus que Mercedes, en termes de gestion d'équipe, où ils sont monstrueux par rapport à la concurrence. Je crois que c'est une des plus grosses qualités de Toto Wolff. Et c'est vrai que c'est un peu ce côté qu'avait aussi Jean Todt, pas totalement. Tu es d'accord? Exactement. Voilà. Pour moi, il faudra peut-être lui poser la question un jour si on a l'opportunité, mais je pense qu'il s'en est inspiré. Jean Todt, en regardant des reportages avec Ross Brawn, c'était toujours pousser les limites à tout niveau, que ce soit au niveau mécano, au pit stop. Et aujourd'hui, on voit Ferrari, par exemple, ils sont loin d'être irréprochables sur plein de points. Ce n'est pas seulement un point qui ne va pas. Sur le moteur, l'an dernier, bon, c'est ce qui s'est passé. Et puis voilà, les pit stops, c'est loin d'être leur point fort. La stratégie, c'est loin d'être leur point fort. Donc, c'est pour ça qu'à la Scuderia, on ne peut pas dire que c'est la faute d'une seule personne. C'est un projet qui a, je pense, à reprendre de la base et il y a une reconstruction d'équipe. Et c'est là-dessus que Mercedes est monstrueux, c'est-à-dire qu'ils ont la meilleure équipe, ils ont le meilleur, pour moi aujourd'hui, pilote du monde et que malgré ça, ils ne se relâchent pas. Et que voilà, quand ils ont mis un George Russell dans la voiture, c'était aussi pour pousser un Lewis Hamilton, lui dire voilà, pour ton contrat, tu veux renégocier. Tu es certes le meilleur pilote du monde, mais ne sois pas trop gourmand parce que nous, on est la meilleure équipe du monde et il y a beaucoup de très bons pilotes qui seraient peut-être aussi capables de gagner avec.
Donc, en fait, c'est à tout niveau que tout le monde se pousse et c'est là-dessus qu'ils sont très, très forts. Ouais, Toto Wolff, il a cette faculté, hein, lui aussi, à ne jamais, excusez-moi, je vais emprunter une image qui n'est pas du tout sport mécanique, mais à ne jamais laisser retomber la pulpe, en fait. C'est toujours essayer de secouer les idées, essayer de secouer ses ingénieurs, même parfois ses pilotes, avec un petit peu plus de diplomatie, de douceur que ne l'avait Jean Todt à son époque. Et ça en fait Mercedes une véritable machine à gagner, Stéphane. Même quand il n'y a pas la meilleure voiture, comme c'était le cas pour le premier Grand Prix de la saison à Bahreïn, ils ont quand même réussi à se pousser dans leur dernier retranchement et avec la stratégie, finalement, alors que les stratégistes de chez Ferrari auraient pu s'endormir un petit peu ces dernières saisons. Ils avaient la meilleure voiture. Autrement dit, voilà, course normale, ça gagnait. Et là, ils ont quand même réussi à se mettre en avant. Ça aussi, c'est un signe de cette faculté à ne jamais s'endormir. Complètement. Et pendant le sujet, quand on parlait de Williams, en fait, je me posais la question, qu'est-ce qui manque à Mercedes? Je me rendais compte que Williams, c'est le deuxième pit crew de la Formule 1 derrière Red Bull. C'est eux qui font les changements de pneus les plus rapides. Donc, ça parle quand même en termes de capacité opérationnelle, de gens qui sont motivés, qui savent travailler, même si tout n'est pas en place. Et chez Mercedes, ils ne cherchent pas ça parce que finalement, ils roulent devant, mais ils avaient de la marge ces dernières années, mais il ne fallait surtout pas aller se mettre dans le rouge sur des changements de roue, même si parfois ça s'est mal passé, ça a été cataclysmique, même pour Bottas, à cause d'un pistolet qui grippait, mais ils savent, Et pour Russell. ils connaissent la limite. Voilà. Alors Russell, c'était autre chose parce que Russell avait laissé sa radio ouverte et ça crée des interférences et on n'a pas compris l'ordre en fait de passer les pneus. Et il y a eu mélange à Sakir l'an dernier. Ça, c'est donc la c'était version un petit officielle, peu... si tu peux Voilà. me permettre. Ouais. Mais il y a le nom sur les pneus. Donc, normalement, quand tu vois le gars arriver, tu dois savoir quel pneu mettre. Bon, même si la radio est ouverte. Mais bon, allez, on va pas refaire le débat. Je dirais que James Allison, il a presque même un coup d'avance dans cette réorganisation dont on parle, parce que souviens-toi, au Brésil l'an dernier, il a dit, moi, je passe mon tour parce que je suis un peu cuit en cette fin de saison. Et c'était James Allison qui était le team principal, le directeur d'équipe. Et je dirais qu'il prépare peut-être, parce qu'il a signé pour 3 ans, 2021, 2022, 2023, il prépare peut-être un rôle de team principal pour James Allison, un rôle un petit peu à la Ross Brawn, du début des années 2010, même chez Honda, chez Brawn, parce que Brawn faisait directeur d'équipe et directeur technique, et ça permettrait d'aller encore vers un pas au-dessus avec James Allison parce qu'il aurait toute cette vision technique et c'est quelque chose aussi qui est très important d'avoir une dimension technique quand on dirige une équipe parce que les ingénieurs, parfois, ils peuvent un petit peu emmener tout un groupe de travail